Et l'une des questions que moi j'avais et qui me taraudait un peu, c'est qu'on n'a pas du tout vu les Africains dans les manifestations. Donc les Africains, même s'ils veulent, ils montrent un peu de courage, ils ne l'assument pas jusqu'à la fin. Si vous êtes dans les affaires de retraite, vous ne pouvez pas acheter ça. Il faut être une commerçant, faire des dizaines de millions d'euros. Ils me demandaient les horaires. J'ai dit, bon, on n'a pas d'horaire en fait. On n'a pas d'horaire. Si aujourd'hui, moi j'étais salarié et j'avais une compétence, par exemple j'étais expert comptable, même menuisier, j'allais créer une chaîne YouTube pour parler de ce que je fais. Le cerveau humain va tout faire pour te faire accepter le fait que tant que tu n'as pas telle chose, tu ne peux pas commencer. Il n'y a pas le moment de l'illumination. Et le gars lui me disait, bon, grand frère, ton truc là, est-ce que ça a marché? Mais j'ai dit, bon, on ne sait pas. Chaque fois, je dis, mais c'est quoi cette bêtise que tu as fait? En 2016, je connaissais tellement, je donnais des conseils, les gens appliquaient, ça marchait pour eux. Et toi, tu étais là. Et moi-même, je n'appliquais pas. Surtout les gens qui donnent ces conseils-là, c'est les gens qui ne font jamais de vidéos. Aujourd'hui, les amis, quelqu'un qui n'est pas très intelligent, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui n'a pas toutes les compétences, les capacités, peut réussir à devenir millionnaire. Le business en ligne, c'est le cheat code de la matrice. Ok les amis, sincèrement, ça fait plaisir de vous avoir ici. Je suis avec Augustin et aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente. Ça va être un format un peu podcast. On va parler de plein de sujets différents, des sujets que ce soit des sujets d'actualité dans le monde du business et surtout comment on peut vous aider aussi à évoluer. Et à travers ces différents sujets qu'on va aborder sur ce format, dans ce format, je pense que l'objectif pour nous en tout cas, c'est de vous motiver, de vous donner un peu cette flamme, d'accord, de vous lancer dans le monde du business, mais aussi quand même d'avoir un certain nombre de valeurs et qui vont vous permettre de réussir, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans le monde du business. Et surtout, on ne va pas oublier, parce que sur la chaîne, 95% des gens qui me suivent sont des Africains. Donc, on va parler un peu aussi d'Afrique, de matières premières, d'e-commerce, de business. Voilà, on a pas mal de sujets qu'on va aborder. Et l'un des premiers trucs aujourd'hui, c'est la grève en France. Il y a pas mal de grèves en France. Et il y a, au niveau de la réforme des retraites, et on a pu voir la trahison du gouvernement, quelque part, qui finalement a fait passer les lois et tout. Et l'une des questions que moi j'avais et qui me taraudait un peu, c'est qu'on n'a pas du tout vu les Africains dans les manifestations. Bon, ils ne se sont pas présentés du tout. Et je me suis dit, bon, est-ce que nous on est différents? Est-ce que ça ne nous concerne pas? Ou c'est une sorte de prise de conscience en se disant, bon, ça ne nous regarde pas, nous on est là pour autre chose, on a envie de faire autre chose ou je ne sais pas. Il y a deux sujets, comme tu l'as dit. Il y a cette partie où on se dit, ok, bon, de toute façon, c'est les blancs entre eux, entre griffes. Entre griffes, ouais. Et aussi du fait que beaucoup de gens commencent à prendre conscience du fait que la retraite aujourd'hui, c'est pas forcément cette chose-là qui va te rendre le plus heureux du monde. Donc, pourquoi aller se battre pour ces choses-là? Mais il y a un sujet peut-être qui va blesser les gens, c'est que les Africains ont beaucoup peur. Ouais. On a peur, c'est-à-dire, on est en France maintenant, on a peur de parler. Tu sais, à Lomé, quand les gens voient un policier en uniforme comme ça, ils ont peur. Donc, j'étais allé avec un ami un jour à Cotonou. C'était à Cotonou, à Niamey. Il y avait un policier qui prenait en photo. Ouais, je me rappelle. Prenait en photo un gars là. Un touriste. Un touriste, il était là pour prendre en photo un touriste. Et le Togolais m'a dit, mais regarde, il y a un policier. Et j'ai dit, oui, c'est normal. Il me dit, non, comment un policier prend en photo? Donc, comment un policier va prendre en photo un civil? Donc, il faut vraiment que nous, en Afrique, bon, je sais pas ce que toi tu en penses, mais qu'on se dise, voilà, partout où on est, d'arrêter d'avoir peur. C'est pour ça qu'on est pauvre aussi, partout. On a trop peur, on n'ose pas faire des choses, on n'agit pas. Parce qu'on se dit, ok, bon, je prends le cas d'un salarié, je vais perdre mon boulot, ou bien je vais pas pouvoir avoir les papiers. Et ça fait que beaucoup d'Africains ne vont pas se mettre devant dans les grèves. Et même, tu sais, au moment des élections, Tanguy, là. Oui, Tanguy, qui soutenait le Front National, ou en tout cas Éric Zemmour. Il était avec Éric Zemmour. Après, on a compris que c'était une comédie qu'il faisait. Vous voyez, donc les Africains, même s'ils veulent, ils montrent un peu de courage, ils ne l'assument pas jusqu'à la fin. Effectivement. En tout cas, moi, l'idée que j'ai eue, j'ai vu pas mal de vidéos sur TikTok qui disaient pourquoi les Africains n'étaient pas dans les manifestations. Il y a une fille qui a répondu, elle disait en fait que si les Africains se retrouvaient dans les manifestations, ils seraient la cible aussi des policiers. Ce serait une cible facile. Parce que finalement, les policiers allaient prendre toute cette haine qu'ils ont et tout, et les tabasser, et rien n'allait se passer par rapport au fait que si c'est un Français, si c'est un Blanc qui est là et qui se fait arrêter, on va les tirer dessus seulement. On va les tirer.
On va les tirer dessus seulement. Donc, je pense qu'il y a aussi cette peur-là aussi qui fait que les Africains ne vont pas forcément se mettre dans les manifestations ou aller manifester pour la réforme des retraites. Mais le sujet n'est même pas là. Le meilleur sujet, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de retraite aujourd'hui, est-ce que dans le contexte dans lequel nous on est en tant qu'Africains, est-ce que ça vaut encore quelque chose de la réforme des retraites? Est-ce que ce n'est pas mieux aujourd'hui de penser hors retraite? Parce qu'on voit des gens qui travaillent 40 ans et qui gagnent 800 euros. Et des gens qui n'ont pas du tout travaillé, mais qui vont gagner 1200 euros. Donc il y a une certaine injustice dans le système des retraites. Et en plus de cela, ça va s'ajouter au fait que finalement, la retraite ne te garantit en rien une stabilité lors de ta vieillesse en fait. Parce que souvent, on voit que des gens travaillent beaucoup, mais le montant est très peu. Est-ce que c'est pas forcément... Est-ce qu'il ne faut pas avoir une prise de conscience et se dire finalement que, bon, écoutez, on va préparer nous-mêmes notre propre retraite. Et pour le faire, il faut changer soit d'activité, soit être mieux payé ou se lancer dans le business en ligne. En tout cas, moi, je vois les choses un peu comme ça. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment de se lancer. C'est-à-dire, c'est le meilleur moment où il faut comprendre qu'en réalité, la fois passée, je discutais avec un très haut fonctionnaire de l'Afrique ici. Ouais. Ce sont des gens qui gagnent 10 000 euros par mois facile, hein, et qui travaillent pas beaucoup. On a été interrompu un peu. Ce sont les réalités de l'Afrique. Ce sont les réalités de l'Afrique. Donc, il y a une coupure de courant. Mais bon, j'ai acheté un groupe électrogène qui était là, un groupe électrogène électrique. Ambulant. Et tu vois maintenant pourquoi j'ai mis 2 000 euros dans un groupe électrogène électrique. Tu disais c'est trop cher. Si vous êtes dans les affaires de retraite, vous ne pouvez pas acheter ça. Hein. Il faut être e-commerçant et faire des dizaines de millions d'euros. Mais oui, moi je disais même que c'était trop cher ton groupe électrogène. Exactement. Parce que le gars, il a un groupe électrogène qu'il trimballe. En fait, il faut 2 personnes pour porter le groupe, mais c'est ambulant. Donc, dans la voiture, on peut utiliser tout le temps. Exactement. Et en plus, tu vois que aujourd'hui, quand tu es en voiture, tu perds énormément de temps en voiture. On perd du temps. Et avec les embouteillages en Afrique, etc., donc c'est toujours mieux d'avoir son groupe tranquillement et de travailler, de recharger et tout. Et là, il y a aussi les coupures de courant tout le temps. Et donc, à l'époque, j'avais réfléchi, j'ai dit non, il me faut un truc électrique que je peux trimballer, qui ne fait pas de bruit, qui est silencieux. Bon, là, vous n'entendez rien, vous voyez. C'est ça. Et tout, donc, désolé, il y a un peu de noir et tout, mais on va continuer quand même. On continue. Voilà, donc de quoi? Tu étais en train de parler de, justement, un gros fonctionnaire en Afrique ici. Oui, le gars, il est à plus de 10 000 euros par mois. Donc, on parlait et tout, on était ensemble, on discutait, il me disait que lui, il a compris qu'avec cette affaire de retraite, tout ça, le meilleur système, c'est le système d'Augustin, d'Alain, là. C'est-à-dire, tu portes tes revenus toi-même. Ouais. C'est-à-dire, partout où tu passes, tu sais que, voilà, en fonction des efforts que tu fais, tu peux gagner 10 000, 20 000, 30 000, 200 000 par mois, 1 million par mois. Mais au moins, tu es sûr que tu es en train de... en fait, tu es sûr que tu feras de l'argent. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, nous, on peut travailler partout. Là, on est à Lomé, on travaille. Ouais. Des fois, même, j'ai des amis qui me disent, mais quand est-ce que tu travailles, en fait? Parce qu'il y a des gars, ils te disent, mais on se voit demain, vous voyez, tu es sur ton truc. Et après, il te dit, quand est-ce que tu bosses quoi, quand? Enfin, je dis, non, là, je bosse là. Il dit, ah bon? C'est quel boulot, ça? Vous voyez? Et surtout, récemment, je voulais recruter un salarié, en tout cas, un collaborateur. Et il me demandait les horaires. J'ai dit, bon, on n'a pas d'horaire, en fait. On n'a pas d'horaire. Mais quand tu entends ça, tu penses que bon, c'est tellement compliqué qu'on n'a pas d'horaire. Mais en fait, c'est juste que quand le boulot arrive, on le fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je me rappelle, quand j'avais créé ma start-up à Dakar à l'époque, quand on était dans le rêve des start-up, quand j'avais ce problème-là, quand je voulais recruter des gens, je disais aux gens, parce que moi j'avais pris 25 millions, à peu près 45 000 euros chez des investisseurs. Donc j'avais ma table et tout, je disais, je vais recruter des gens. Et les gars, ils venaient, ils me disaient, bon, quelles seraient mes tâches? Moi j'étais là, je disais, quelle tâche? Tu feras tout. Tu feras tout. Et après, chaque jour, au jour le jour, je lui disais, bon, toi tu fais ça, tu vois. Alors que les gars, ils venaient déjà avec une matrice, une vision qui est matricée. C'est-à-dire, moi je suis comptable, donc si je viens, je dois faire de la comptabilité. Alors que des fois, le gars qui est comptable, je lui dis, mais va voir tel client, va lui parler, va voir tel prospect, va lui parler parce qu'on a besoin de ça. On n'a pas de facture enregistrée, on fait comment, tu vois. Donc, quelque part, ce système-là, il faut qu'on redimensionne, c'est-à-dire, on revoit ça d'une façon différente. Donc, le gars, il me disait que sa fille va... il n'est pas sûr que sa fille va faire comptabilité ou bien finance ou tout ça, mais
si c'est que l'un de ses enfants pourrait faire ce que je fais, c'est-à-dire faire des choses où tu n'es pas obligé de suivre ce que le système dit, mais tu peux créer ton truc toi-même. Et franchement, quand lui me voit, il se dit, mais waouh, que le gars, il va, il vient, pendant que nous, on est toujours là, on dit qu'on gagne beaucoup d'argent, mais moi maintenant, en 3 mois, je suis rentré en Afrique 3 fois. 3 fois, oui. Alors que même si lui, il a les moyens d'aller en Afrique, même s'il a les moyens de rentrer en Afrique, c'est compliqué parce qu'il doit pointer ses heures au boulot, tu vois. Exactement. En fait, moi, ce que tu viens de dire, ça me donne 3 sujets, en fait. Il y a d'abord le sujet des salariés en Afrique lorsque tu veux embaucher des gens, d'accord, qui est extrêmement compliqué. Et il y a le sujet aussi de l'entrepreneuriat des Africains. Je ne veux pas forcément dire en Afrique, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora, et comment ils vont se lancer, etc. Parce qu'on a pas mal d'amis qui veulent se lancer, mais on voit toujours qu'il y a des hésitations. D'accord. Et le 3e sujet auquel que ça me rappelle, c'est un peu le cadre de l'entreprise en Afrique qui est totalement différent. Par exemple, quand tu parlais lorsque tu recrutes un salarié, tu lui dis, on peut tout faire en fait. Et l'une des choses en fait, c'est que j'ai extrêmement moi aussi de mal avec mes collaborateurs à leur définir des tâches réellement. Parce que souvent, tu te rends compte que quand tu es entrepreneur et tout, le lundi au samedi ou lundi au vendredi, c'est pas la même chose. Nous, on travaille tout le temps. Oui. Tu vois, tu travailles le samedi, tu travailles le dimanche. Et quand tu as des collaborateurs ou des employés ou des salariés, peu importe comment vous les appelez, et ils vont te dire, oui, mais moi, je travaille du lundi au vendredi. Je dis, mais non, nous, on a des ventes qui viennent le dimanche soir à 22h. Il faut les, tu vois, les enregistrer. Il faut les enregistrer et tout. Et c'est pas évident de faire comprendre ça aux gens. Effectivement, on en parlait ici avec quelqu'un que tu voulais embaucher, tu l'as dit tout de suite là, où la personne dit oui, mais je travaille de quand à quand. On dit mais non, et tu travailles à peu près tout le temps en fait, parce que tu ne travailles pas dans une entreprise avec un patron, une direction, des trucs comme ça et tout. Tu es dans un cadre avec un entrepreneur qui vend des produits 7 jours sur 7, tu vois, qui a des clients qui le contactent 7 jours sur 7. Donc, à un moment donné, il faut essayer à ton niveau aussi de calibrer par rapport à ça. Bien évidemment, le salaire va avec. Il ne faut pas penser qu'on veut demander à quelqu'un de travailler 7 jours sur 7 alors que derrière, il n'est pas payé à la hauteur de la tâche qu'il fait, pas du tout. Mais c'est extrêmement important que les gens comprennent que lorsque vous travaillez avec un entrepreneur, vous ne pouvez pas avoir les mêmes conditions lorsque vous travaillez pour une entreprise classique, j'ai envie de le dire. Parce que dans les entrepreneurs en ligne, une entreprise traditionnelle, c'est totalement différent. Le 2e sujet, comme je disais, c'est par rapport à l'entrepreneuriat en Afrique. Il y a trop de personnes, même des amis, qui me contactent, qui voient tes vidéos, qui voient mes vidéos, qui disent « Oui, mais j'ai envie de me lancer, j'ai telle idée, est-ce que je peux me lancer et tout je suis comptable, est-ce que c'est adapté par rapport au domaine que je fais ?» Et moi, souvent, je dis aux gars, les gars, si aujourd'hui, moi, j'étais salarié et j'avais une compétence, par exemple, j'étais expert comptable, même menuisier, j'allais créer une chaîne YouTube pour parler de ce que je fais. Parce que les gens sous-estiment énormément. Parce que beaucoup de personnes pensent que je dois être un expert du domaine, je dois être le plus reconnu avant de commencer à faire des vidéos sur un sujet. Et moi, je pense même que ça a été l'erreur que moi j'ai faite. Tu vois? Parce que quand je me suis lancé sur Internet, j'ai eu du mal, parce qu'il y avait le syndrome de l'imposteur, j'ai eu du mal à partager des choses alors que je n'avais pas encore de résultats sur ces choses-là. Et je me rappelle à l'époque, j'avais pris un coaching chez un Américain qui me coûtait, un coaching me coûtait 300 € par mois, tu vois. Et c'était un coaching indéfini, 300 € par mois, et tu le contactes, un appel par semaine, et il me conseille. Et le gars m'avait dit à l'époque, parce que c'était un coaching sur l'affiliation, et je lui avais dit, bon, j'ai envie de commencer l'e-commerce et tout, qu'est-ce que tu me conseilles? Et il m'a dit à l'époque, si tu veux commencer l'e-commerce, ce que je te conseille de faire, c'est que dès le jour 1, commence à faire des vidéos sur l'e-commerce. Montre aux gens ce que tu fais. Même si tu n'as pas de résultat, dis-leur, aujourd'hui, je viens de lancer ma boutique Shopify, j'ai fait telle chose, je n'ai pas fait de vente aujourd'hui, etc. Et quelque part, c'est ce que Yomi a fait. Quand tu regardes Yomi, quand tu le regardes depuis 2017, il a beaucoup montré son parcours. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ses abonnés sont vraiment... comment je veux dire, sont à fond avec lui, il a de vrais fans parce que les gens ont vu son évolution. Au début, sa chaîne YouTube s'appelait Yomi sur Shopify et il montrait un peu, j'ai lancé ma boutique, j'ai fait 100 €, aujourd'hui ça n'a pas marché, j'ai testé tel produit. Donc en fait, le fait de montrer de façon transparente ce qu'il faisait avec ou sans résultat, ça a créé en fait
une certaine communauté où on fait partie de l'histoire de la personne et de sa réussite, en fait. Parce qu'on a vu ses débuts. J'ai vu comment il a réussi. Tu vois? Et c'est quelque chose que moi, le coach me l'avait conseillé, mais j'avais ce syndrome d'imposteur en me disant que tant que j'ai pas fait les 1 000 € par jour ou les 10 000 € par jour, je ne peux pas me lancer. Et on attend finalement le bon moment, tu vois? Tu essaies d'attendre le bon moment, avoir le meilleur matos. J'ai un ami qui me dit la dernière fois, il est très bon en design, vidéo montage et tout. Et il m'a envoyé un message, Alain, quelle caméra je dois acheter? J'ai dit, prends ton iPhone. Prends ton iPhone. Ou prends ton téléphone Android. Pas besoin de caméra. Moi, j'ai acheté une caméra à 3 000 €. Sincèrement, j'en ai pas besoin. Disons la vérité. On n'a pas besoin de ça. Tu vois, le reste, c'est juste parce qu'on veut avoir une bonne caméra. On veut. À la limite, c'est de la frime qu'autre chose. On n'en a pas besoin. Jusqu'à aujourd'hui, d'abord, il faut savoir que moi, j'avais déjà un peu d'argent avant de me lancer sur YouTube. Donc, quand je voulais me lancer, je voulais quand même prendre le minimum, avoir une caméra et tout. Mais j'aurais quand même bien pu faire ça avec mon téléphone. Exactement. Tu vois, j'avais demandé à l'époque quelle caméra utiliser. Jusqu'à aujourd'hui, j'utilise la même caméra. Voilà. Cette caméra fait des vidéos à 200 000 vues. À 200 000 vues. Et ça fait aussi des vidéos à 1000 vues. Exactement. À 300 vues. Donc, c'est juste de dire, t'es pas obligé d'avoir tout le nécessaire d'abord. Avant de commencer. On vit dans un monde où les gens attendent qu'un jour, ils se sentent capables avant de se lancer. Ouais. Tu vois, un jour. En fait, tu as l'impression qu'un jour, il y aura un jour, tu seras, waouh, je suis Augustin, je fais les vidéos, je fais ça, je passe à l'action. Et genre, tu te sens capable, mais il n'y a pas ce jour-là qui arrive. Et en plus, tu sais, ce qui est fou, c'est que le cerveau humain, comme c'est un cerveau qui aime nous protéger, il ne veut pas qu'on soit dans la douleur, le cerveau humain va tout faire pour te faire accepter le fait que tant que tu n'as pas telle chose, tu ne peux pas commencer. Dis-toi que j'ai commencé la vidéo YouTube environ en 2016-2017, tu vois. Et à l'époque, j'avais même pris une formation pour me lancer sur YouTube parce que, je le dis souvent, j'ai été quelqu'un de très timide. Hein. C'est quand je connais quelqu'un que je parle beaucoup, mais parler comme ça face caméra, j'ai pris des formations à l'époque, sincèrement. Moi, je me forme en tout, j'ai pris des formations à l'époque et tout. Et à l'époque, je voulais me lancer, j'ai fini la formation, j'ai fait les... Je sais même pas si je peux... Peut-être que je vais faire une vidéo YouTube après, je vais montrer des extraits de ce que je faisais à l'époque. Je prenais mon téléphone, je me filmais, j'essayais de parler, etc. Et j'étais convaincu que tant que je n'ai pas un nouveau bureau, je ne peux pas commencer. Un nouveau bureau. Un nouveau bureau, que non, la table que j'ai là, la table n'est pas assez jolie. Tu vois? Et je fais tout et je change de table. Et après, je dis, ah, l'ordinateur là, non. C'est pas le bon ordinateur. Il faut que je t'attende d'abord, tu vois. Et tu te mets dans un processus, en fait, où tu attends le bon matériel, tu apportes la bonne opportunité, le bon moment, et tu restes là, tu vas acheter des choses, tu vas prendre des formations supplémentaires et tout. Mais finalement, tu ne fais pas le truc le plus important. Tu vois, tu ne fais pas la vidéo. On n'est pas dans le monde où un jour vous serez capable de faire la vidéo. Exactement. Vous ne serez jamais capable. Même aujourd'hui, là, nous-mêmes, on n'est pas encore capable de faire la bonne vidéo. Exactement. On fait quand même parce que pensez aux gens qui vont vous regarder et pensez aussi à ce que ça va vous apporter. Les gens vont vous regarder, ils vont dire, ah ouais, j'ai suivi tel gars, grâce à lui, j'ai aussi fait quelque chose. Exactement. C'est ça qui est le plus important. Le plus important, tu sais, c'est de l'égoïsme aussi. Tu te dis, il faut que les gens me voient bien. Il faut que les gens voient que tout est bien fait déjà. Augustin, il a bien tout fait et tout. Mais il n'y a pas ce moment où on fait tout bien. Ouais. Et moi, je dis ça souvent aux gens que j'ai en coaching. Il n'y a pas le moment de l'illumination où tu vas dire, je suis illuminé. Tous les jours, je fais des vidéos. Et on pense aussi que quand tu fais une vidéo comme ça, du jour au lendemain, tu auras 100 000 abonnés. Non. Ou bien 100 000 vues. Alors que, moi, je me rappelle, il y a même mon monteur qui est là. Quand on a démarré les vidéos, on faisait des 30 vues, des 40 vues. Et le gars, lui, me disait, bon, grand frère, ton truc là, est-ce que ça a marché? Mais j'ai dit, bon, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, on fait des vidéos à 200 000 vues. Vous voyez, donc c'est juste de vous dire, commencez à accepter ça. Et surtout, il y a vraiment une chose aussi, c'est vraiment, même quand ce n'est pas parfait, poster la vidéo. Et je vous dis, il y a très peu de vidéos sur ma chaîne YouTube dont je suis fier. Très peu. Je t'assure. De vidéos, je regarde la vidéo moi-même, je dis non, la vidéo là, vraiment. Tu as tué. Tu as tué, quoi. Tu vois, il y a très peu de vidéos sur ma chaîne. La plupart des vidéos sur ma chaîne, à chaque fois, je dis, mais c'est quoi cette bêtise que tu as fait? Je t'assure. La plupart des vidéos sur ma chaîne, j'en suis pas fier. Je suis là, je me dis, j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu
fait telle chose, tu vois. J'aurais pu mieux calibrer, tu vois. J'aurais pu mieux calibrer cela, tu vois. Et finalement, c'est des vidéos que tu fais qui font 400 000 vues. Alors que, et c'est ça qui me surprend des fois, parce que il y a une vidéo que j'ai faite sur l'avocat. Exactement. J'ai passé 2 semaines à chercher comment aborder le sujet. Je ne trouvais jamais comment faire, quoi, tu vois. Et je me disais, bon, comment j'allais commencer? Est-ce que c'est captivant? Est-ce que les gens vont rester? Et un jour, je me suis dit, bon, ok, je vois des gens dans notre communauté, je ne vais pas citer le nom, par exemple, prenons Jean-Yves, par exemple. Jean-Yves, quand tu passes du temps avec Jean-Yves, 5 minutes, il a déjà trouvé l'idée de la vidéo. 10 minutes suivantes, il a déjà enregistré la vidéo. Et le lendemain, la vidéo fait déjà 100 000 vues. 100 000 vues. Donc, je me suis dit, OK, si c'est comme ça veut dire qu'on est dans une communauté où les gens n'ont pas forcément besoin de trop de complications. Exactement. Je me suis levé ce matin-là, j'ai dit, OK, je vais faire 3 points sur l'avocat. D'abord, l'origine de comment ça s'est passé, comment est-ce que les gens braquent des paysans pour l'avocat et comment est-ce que c'est plus rentable que le trafic de drogue. J'ai pris les 3 points-là, j'ai abordé ça tel que c'est venu. Le lendemain, la vidéo a commencé à être virale. Exactement. Ouais. Et souvent même, c'est les vidéos... Ce qui est bizarre, souvent, c'est les vidéos que tu fais de façon spontanée. Très spontanée. Très spontanée, qui vont même marcher plus. Parce que même dans ce que tu dis, on sent vraiment du naturel. C'est pas trop travaillé, tu vois. Ce n'est pas trop travaillé non plus et tout. On sent vraiment qu'il y a ce côté un peu naturel dans la vidéo et tout. Et c'est ça qui est le plus important. Donc vraiment, les amis, c'est quelque chose qui est... Je sais pas si c'est un syndrome, mais c'est quelque chose qui se passe beaucoup. Où tu attends tout le bon moment. Moi, ça m'arrive même jusqu'à présent. Il y a des choses que j'ai envie de faire et je passe du temps à me dire non, il faut que j'attende d'abord. Je dois attendre le bon moment, tu vois. Par exemple, actuellement, je dois sortir une vidéo sur TikTok, tu vois. Parce qu'actuellement, on veut bannir TikTok aux États-Unis et j'avais pas mal de choses à dire dessus parce que j'ai la version chinoise et la version internationale, etc. Et je vais en Chine dans un mois. Je lui dis quand je serai en Chine, je vais faire la vidéo, tu vois. Est-ce que tu vois? C'est simple, alors que c'est une vidéo que je peux la faire aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'être en Chine pour faire la vidéo. C'est ça. Tu vois? Et du coup, c'est extrêmement important d'arriver à voir ou à analyser les moments où votre cerveau essaie de vous arnaquer. Tu vois? Les moments où votre cerveau essaie de vous faire dire que non, t'inquiète pas. Quand tu seras dans telle position, tu vas la faire. Quand tu seras en Chine, tu vas la faire. Non, je n'ai pas besoin d'être en Chine pour faire une vidéo sur TikTok. Ça n'a aucun... Les gars, ce qu'on est en train de vous dire là, si vous appliquez ça, ça va vous rendre millionnaire. Parce que c'est ce que nous on a appliqué. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Les gens attendent toujours le moment idéal, la méthode secrète, je sais pas, le secret, l'astuce, les 5 astuces pour gagner de l'argent, les amis. Faites, passez à l'action. Et surtout, quand vous regardez, je vais vous donner un ratio. Quand vous regardez 5 vidéos, vous devez produire une vidéo. Ouais. Il y a des gens, c'est comme ce que tu disais là dans ton histoire où tu connaissais tout sur l'e-commerce. Tu coachais les gens en e-commerce, tu répondais à des gens en e-commerce sans avoir même lancé ta boutique. Je vous assure. J'ai découvert le dropshipping en 2016, en février 2016. Février, ok. Via un webinaire d'un Français à l'époque. Et je me suis lancé en novembre 2017. Tu vois? Un an plus tard. Donc, 1 an plus tard, on va dire. Même plus d'1 an. Bon, vers 2 ans. À peu près 2 ans. Février à février, novembre. Voilà, novembre, tu vois. Donc février à février et novembre. Donc près de 2 ans, tu vois, que je me suis lancé. Et je vous assure, tellement je connaissais... les gens, j'étais dans plein de groupes Facebook, les gens posaient des questions, je répondais à leurs questions. Tu vois, donc j'étais coach même, tu vois. Alors que je n'avais jamais parti sur le site de Shopify pour créer une boutique. Mais tellement je connaissais sur ça, parce que je suivais des formations. En plus, à l'époque aussi, les gens, comme jusqu'à présent, les gens font des achats groupés, tu vois. Parce que les formations coûtaient 2 000 €, 3 000 €. Donc, les gens font des achats groupés de formations. Et tu avais plein de formations. Et j'avais plein de formations sur le dropshipping. En 2016, je connaissais tellement, je donnais des conseils, les gens appliquaient, ça marchait pour eux. Et toi, tu étais là. Et moi-même, je n'appliquais pas. Et c'est quand je me suis lancé, je me suis dit, putain, la théorie et la pratique, c'est pas la même chose. C'est comme le post que tu as fait ce matin sur LinkedIn où tu disais que y a des gens qui donnent l'impression d'avoir compris les cours de maths, mais t'es bloqué au premier exercice, la première question. Oui, ça arrive. C'est un exemple perso, c'est-à-dire, avant on disait, moi j'ai fait la série D, tu vois, et tu sais, tellement tu as paresseux, tellement tu n'as pas envie de répéter l'exercice que tu regardes, tu dis, ah ok, ils ont fait comme ça, ils ont fait, ah mais j'ai compris. J'ai compris. Mais, devoir, première question, petit A, tu es bloqué.
Et tu es bloqué jusqu'à la fin du devoir. Tu vois, donc, c'est ça. Exactement. Donc, et c'est pas évident, les amis, c'est pas évident. Essayez vraiment de, comme je le disais, de capter ces moments-là, ces moments où vous avez l'impression que votre cerveau vous arnaque, ces moments où votre cerveau va vous faire croire que vous devez attendre le bon moment, la bonne stratégie, le bon ordinateur, la bonne table. Parfois même je me dis non, et ma chambre étudiante là n'est pas bien, je vais d'abord prendre une meilleure chambre. Andrew Kirby là, tu le Exactement, connais? Oui, je le connais très bien. Cette première vidéo, le gars il a près de 700 000 abonnés, il est multimillionnaire. Et tout ça, ça a commencé en Covid. Ouais. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Il parle que de la philosophie, des sujets sur le développement personnel et tout. Mais le gars, au départ, il parlait du stoïcisme. Oui, stoïcisme, ouais. Il s'asseyait comme ça sur une chaise. Derrière, tu voyais son lit. C'est-à-dire, le gars n'a qu'une pièce, quoi. Aujourd'hui, le gars, il vit dans un penthouse et tout. Donc, la chambre idéale, le penthouse et tout, il y a même des gars qui me disaient, surtout les gens qui donnent ces conseils-là, c'est les gens qui ne font jamais de vidéos. Exactement. Moi, je dis, ouais, le cadre n'est pas beau et tout. Le cadre n'est pas beau. Pourquoi tu n'as pas mis la baume sur les lèvres et tout. Le micro n'est pas... C'est ça aussi, les gens qui passent le temps à vous critiquer sur l'esthétique. Mais moi, jusqu'à présent, moi, je le reçois beaucoup. Je le reçois énormément. Dis-toi que j'ai fait une vidéo et le gars me dit, une vidéo de valeur, hein, où je bombarde la valeur. Et le mec, tout ce qu'il retient, c'est que vraiment, il y a une tache sur ton habit ici. Il répond, il dit, vu la qualité même de l'habit, on sent que c'est du nylon, du polyester. Ok, d'accord. Et je dis, mais Seigneur Jésus, voilà, dans tout ce que moi j'ai dit, toi tu me dis que, vu la qualité, et il me dit, et il dit quoi? On voit bien que ce que tu dis même ne te donne pas de l'argent, sinon tu n'avais pas porté ce type d'habit-là. Ok. Et il dit, ah bon? Non, mais c'est ça. Donc, beaucoup de gens vont être focalisés sur la forme et non sur le fond. D'accord? Ils vont rester beaucoup sur le fond. Donc, les amis, vraiment, essayez de comprendre que si vous devez vous lancer, il n'y a pas de moment parfait. Lancez-vous. Comme disent les gars, vous sautez de l'avion et avant d'atterrir, vous construisez le parachute, quoi, tu vois, pour atterrir. C'est tout. Faites tout pour construire le parachute. Juste avant d'atterrir. Donc, c'est vraiment ça qui est extrêmement important, surtout dans le monde dans lequel on va aujourd'hui. C'est un monde où, je le disais à Augustin la dernière fois, c'est les gens qui vont créer du contenu. On est vraiment dans l'économie du contenu. C'est les gens qui vont créer du contenu par rapport à leur business, par rapport à leur activité, même s'ils ne sont pas experts. Et ça, il faut le retenir, c'est extrêmement important. Je ne suis pas le plus fort en e-commerce. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi. Moi-même, je regarde des vidéos de certains concurrents, je dis, putain, le gars, il est bon. Je vais même regarder leurs vidéos pour appliquer leur stratégie. D'accord? Qui sont des concurrents directs même. Je ne suis pas le plus fort, mais quelle est la différence entre vous et moi? C'est parce que moi, je suis passé à l'action, je fais des vidéos. Et le fait même de faire des vidéos, parfois, vous allez me voir comme ça donne un niveau d'expertise. Les gens se disent, il est compétent. Il arrive quand même à nous devant tout le monde. Devant tout le monde, etc. Alors que derrière, la seule différence entre vous et moi, je ne suis pas plus intelligent. Je suis même sûr qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi dans la communauté. Mais c'est que moi, j'ai eu le courage de me lancer. De se lancer. Et de faire des vidéos, même si ce n'est pas parfait. D'accord? Donc, c'est ce que vous devez retenir. La deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'est que, et je t'avais parlé la dernière fois, le business en ligne, c'est le cheat code de la matrice. Vraiment. Il faut répéter, parce que souvent, quand tu dis cheat code, là, c'est quoi en fait? Quand je parle de cheat code, c'est un peu pour dire, c'est vraiment la tricherie, tu vois. Ok. C'est de la triche dans la matrice. Donc, si vous connaissez le film Matrice et tout, vous vous rappelez, si vous avez suivi le film Matrice, il y a Morpheus qui vient et qui demande à Neo, est-ce que tu veux la pilule rouge ou la pilule bleue? Ok. Tu vois? Et Neo a pris la pilule rouge. Et quand tu prends la pilule rouge, tu découvres le vrai monde. Tu vois? Tu découvres le monde comme il est réellement, avec les robots qui contrôlent les humains, etc. Tu vois? Comme si vous faites... Donc, c'est quelque chose que les gens utilisent beaucoup, on parle de red pill, etc. Et vous devez comprendre que aujourd'hui, les amis, quelqu'un qui n'est pas très intelligent, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui n'a pas toutes les compétences, les capacités, peut réussir à devenir millionnaire. Quand vous regardez l'histoire de l'humanité, je vous assure, quand vous regardez l'histoire de l'humanité, pour être riche avant, soit tu étais un génie, comme les Thomas Edison, les Tesla, tu inventais des trucs vraiment, et c'était un don pour toi, tu étais né comme ça. Soit tu venais d'une famille riche à l'époque, d'accord, ou tu étais descendant de famille riche ou héritier, etc. Il y avait très peu de place pour l'enfant de pauvre qui va sortir du système et réussir. Qui ne connaît personne. et surtout aussi, tout ça. Même les enfants de pauvres qui réussissaient avant,
C'était des gens qui étaient très malins, qui sont extravertis, qui ont la communication facile. Moi, je vous assure, je le dis tout le temps, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très timide. Je ne suis pas avenant. Quand je vais en soirée, je ne connais personne, je ne vais parler à personne. Je ne suis pas le gars qui va venir commencer à bavarder et commencer à taper la discussion. Et quand je me suis rentré en entreprise, à partir de 2014, comme salarié, j'ai compris très vite que je n'allais pas réussir dans le monde de l'entreprise. Je t'assure. J'ai compris très vite que ce monde-là n'est pas fait pour moi. Je me suis dit, merde, mon gars, parce que dans l'entreprise, ce n'est pas les plus intelligents qui réussissent, c'est les politiciens qui réussissent. C'est ceux qui vont parler, tchatcher. C'est les after-work. C'est les gars qui vont organiser des trucs avec les autres employés. Alors que moi, je ne parlais à personne en entreprise. Je parlais qu'à mon chef. Quand on m'invitait à aller au restaurant, je n'y allais pas. J'amenais mon riz et mon aloco à la cantine. Je n'allais pas faire les pauses cigarettes, pauses café avec les autres parce que ça m'énervait. Et je me suis dit, putain, je ne vais pas réussir dans ce monde. Tu vois? Et c'est tout ça qui m'a permis de dire, aujourd'hui, vous allez voir des gens qui sont extrêmement timides. Des gens qui n'ont aucune compétence sociale. Tu vois? Qui ne sont pas très avenants, extravertis et qui vont générer des millions aujourd'hui grâce à Internet. Et c'est pour ça que je dis souvent, le business en ligne, c'est le cheat code de la matrice. Avant, pour être riche avant, il fallait vraiment être brillant. Aujourd'hui, vous allez voir des gens moyens, très moyens. Des gens même qui n'ont aucune compétence, des gens qui ne sont même pas très intelligents, réussir grâce au business en ligne parce qu'ils vont appliquer un processus défini, étape par étape. Et l'une des choses, moi, parce que je t'ai dit, j'ai fait du marketing de réseau, j'ai fait du MLM, j'ai fait de la marketing d'affiliation, etc. Et pourquoi l'e-commerce, j'ai beaucoup aimé l'e-commerce, c'est parce que derrière, personne ne me voyait. Personne ne sait que c'est un petit noir quelque part dans sa chambre étudiante qui fait 5 000 € par jour aujourd'hui. Tu vois? Personne ne sait. Personne ne va me juger sur mon accent. Parce que c'est quelque chose sur lequel, moi, on m'a beaucoup complexé. Hein, quand je suis venu en France. Ah bon? Et surtout, c'est pas les Blancs. C'est souvent les Africains nés en France qui te disent, mais toi, tu es un blédard. Tu viens, tu as encore l'accent du bled. Faut parler un peu mieux. Comme si l'accent du bled, c'était ça qui te permettait, ou l'accent de France, c'était ça qui te permettait de réussir. Au contraire, les Blancs, même souvent, trouvaient ça très beau. Ils disaient, ah oui, j'aime bien ton accent et tout. Mais c'était même les Africains de France qui me criaient. Et du coup, c'est quelque chose qui me complexait beaucoup, à un moment donné. Tu vois? Et le fait même de faire des vidéos, du YouTube, etc., et de voir des gens, des milliers de personnes regardent mes vidéos, même des Blancs regardent mes vidéos, je me suis dit, bon, je m'en fous. Tu vois? Toi, tu parles bien français, tu parles bien en français, ça, accent, ça t'a amené où? Ça t'a amené nulle part. Tu vois? Donc, vraiment, les amis, le business en ligne, c'est le cheat code de la matrice. Si vous êtes un enfant de pauvre, si vous n'avez pas des compétences extraordinaires, vous n'êtes pas le génie de votre classe, vous n'êtes pas le mec le plus intelligent, si vous n'êtes pas le gars le plus avenant, le plus extraverti dans votre domaine, le business en ligne est fait pour vous. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Que ce soit du freelancing, par exemple, du négoce international, par exemple, que ce soit aussi du, comment je vais dire, de l'e-commerce, le business en ligne est vraiment fait pour vous, les gars. Il y a un sujet qui m'est venu en tête. La dernière fois, je lisais un truc où on disait que le Congo est assis. Là, on parle du Congo, hein, les Congolais. Et le Congo a 24 000 milliards, je pense, dans 24 000 milliards de dollars de matières premières. Et ils sont assis dessus, mais ils sont pauvres. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas vraiment bien compris pourquoi. Et c'est un truc qui m'intrigue, en fait. Tu vois, parce que moi, bon, tu sais, bon, on parle de tout, mais les matières premières, c'est quelque chose qui capte mon attention. J'ai vu ça, je me dis, mais bon, pourquoi est-ce que c'est comme ça, en fait? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a autant de richesses, mais on reste toujours pauvre, quoi? Parce que souvent, quand tu es en France, tu es en Occident, on dit ces choses-là, tu crois que, en fait, bon, on dit ça pour consoler les Africains, genre, comme ils sont riches, mais bon, ils sont un peu pauvres. Exactement, aussi. Mais c'est la réalité. Tu vois que, moi, après, je vois qu'il y a des sociétés qui viennent, ils ramassent. En fait, il y a énormément de choses dedans. Il y a des gens qui disent même qu'il faut bannir les exportations de matières premières. Mais est-ce qu'il faut les bannir? Le problème, pour moi, quand je regarde, je me dis, est-ce que ce n'est pas simplement de faire autrement? Qu'est-ce qu'on peut faire autrement au niveau des matières premières?
C'est vrai qu'aujourd'hui, on forme des gens sur comment est-ce qu'ils peuvent apprendre ne serait-ce que le minimum pour pouvoir exploiter, s'enrichir. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut encore faire autrement au niveau des matières premières, surtout pour la diaspora, pour pouvoir s'en sortir? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, on parle de quand même 24 000 milliards de dollars. Est-ce que moi, j'ai ma place là-bas? Est-ce que les gens de la diaspora aussi ont la place dans ce marché-là? Qu'est-ce qu'on peut faire, selon toi? Tu sais, le problème des ressources minières en Afrique, c'est via la formation qu'on a lancée, Négos et tout, on voit que c'est quelque chose qui parle beaucoup aux Africains, qui leur tient beaucoup à cœur, leur matière première, tu vois. Parce que bon, l'Afrique a une réserve, hein, c'est comme disent même souvent les gars de droite en Europe, l'Afrique c'est le garde-manger du monde entier, tu vois. Mais sans les Africains, tu vois, on viendra se servir sans les Africains, tu vois. C'est quoi ça? C'est le garde-manger du monde entier. Et du coup, selon moi, en fait, c'est un problème de leadership, premièrement en Afrique. C'est vraiment un problème de leadership. Et on n'a pas les bons leaders. Ou on a des leaders aujourd'hui qui ont trop peur aussi. Dans ta vidéo, tu l'as fait, hein, et ils sont en danger. On constate qu'à chaque fois où les leaders africains aussi commencent à mettre des choses en place qui sont dans le sens de leurs intérêts, on a les puissances occidentales aussi qui vont leur balancer un coup d'État dans la gueule, qui vont leur balancer aussi du terrorisme, hein, il faut le dire, de la guerre, etc. Donc, parfois, je pense que quand même nos leaders ont un peu peur aussi. Et parfois, je me dis, qu'est-ce que nous, on aurait pu faire à leur place? Parce que parce que souvent, c'est facile de critiquer les présidents africains. Oui, c'est ça. C'est trop facile, hein, c'est trop facile de les critiquer. Et parce que c'est comme nous, on te critique, on te dit oui, la vidéo YouTube n'est pas éclairée et tout. Ben, viens faire la vidéo. Ouais, viens faire ça. Viens faire, tu vois. C'est facile de critiquer les gens qui jouent au foot. Qui jouent au foot. C'est facile de dire, il aurait dû dribbler comme ça. Il aurait dû. Alors que toi, sur le terrain, tu ne sais même pas jouer au foot. Donc, parfois aussi, il faut comprendre que le président africain, il est d'abord africain, il ne faut pas oublier. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Il n'est qu'à l'image du peuple. Et si nos leaders, parfois, n'ont pas ce courage de se dresser contre les intérêts étrangers, c'est aussi parce que nous-mêmes, nous n'avons pas ce courage de le faire. Et ce courage viendra du fait que chacun, de façon individuelle, puisse s'éduquer, avoir des connaissances, des compétences, et puisse changer les choses au niveau nucléaire, c'est-à-dire au niveau de sa famille d'abord, de sorte à ce que les générations suivantes puissent faire mieux. C'est comme ça, en fait. Il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas une génération qui va venir comme ça, tac, tac, tac. C'est comme le cas de la Chine. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps à être mis en place. Tu vois. Et l'une des choses aussi, je pense que le système démocratique qu'on a aujourd'hui en Afrique plombe un peu le fait que les pays se développent. Je pense peut-être que ce sera l'objet de notre podcast. On parlera de la démocratie, etc. Parce que quand tu regardes les 110 dernières années après les indépendances, les pays qui s'en sont sortis, en majorité, pour ne pas dire à 99%, c'est les pays asiatiques. Et dans ces pays asiatiques-là, c'est des pays qui ont conduit une certaine dictature éclairée, je précise bien, jusqu'à un certain niveau, avant de switcher sur la démocratie. Je prends la Corée du Sud, le Japon, etc. C'est des pays comme ça qui... Le Japon, c'est un pays démocratique. C'est un pays, bon, c'est un empire jusqu'à présent, mais c'est un pays démocratique quand même. Mais c'est le même parti politique qui gagne les élections depuis 70 ans, quoi, tu vois. Donc c'est une démocratie à la japonaise. D'accord. C'est les mêmes qui sont au pouvoir, tu vois. C'est les mêmes qui sont au pouvoir. Et tu prends le cas de Singapour, qui a été tenu avec une main de fer, où des régions chinoises comme la Taïwan, qui est un peu indépendante, Hong Kong, etc. Souvent, c'est des pays qui ont été tenus avec une main de fer et qui ont appliqué des politiques qui étaient des politiques quand même qui n'étaient pas très favorables, mais avec une vision de dire nous devons nous sacrifier aujourd'hui pour que les générations suivantes fassent mieux. Et quand on prend le cas, pour revenir en Afrique, du Congo qui est extrêmement riche, etc., il y a beaucoup de choses à soulever. Il y a d'abord la population aussi, parce que je dis le président congolais, il est d'abord congolais, il ne faut pas oublier, il n'est pas vietnamien, il est d'abord congolais. Donc il fait partie du peuple, il est issu du peuple aussi. Tu vois. Et du coup, ça donne aussi le fait que ça soit au niveau de l'éducation même, de la mentalité que nous avons, de ce que nous enseignons à nos enfants, pour construire une meilleure génération demain de personnes qui soient beaucoup plus courageuses, qui soient aussi des leaders. Parce que je pense aussi que les Africains ont tellement souffert que personne n'a envie de se sacrifier pour les autres. En fait. Personne n'a envie d'être le martyr de quelqu'un. Surtout quand on se rend compte que finalement, tu vas être le martyr de gens qui, peut-être demain, te le reconnaîtront même pas. Tu vois. Il ne faut pas oublier que le président du Burkina Faso, il a fait 30 ans au pouvoir.
malgré le fait qu'il a tué son ami, Sankara. Et quand même, il est resté. Le peuple aurait pu se soulever dès le départ en disant non, le peuple connaissait la vérité. Mais oui, ils l'ont pas fait. On connaît tous la vérité. On connaît tous la vérité. Ici, on a été lâches. Au Togo aussi. Sylvanus Olympio qui a été assassiné par le feu. Mais on s'en fout. Donc c'est ça aussi. Il faut comprendre aussi que c'est un système où c'est à nous, quelque part. Moi, je pense vraiment que pour changer les conditions en Afrique, ce n'est pas d'attaquer forcément nos leaders. Malheureusement, on n'aura pas la chance des pays arabes, du Golfe, où il y a eu des leaders qui ont imposé comme Dubaï, les Émiratis, etc. En sachant que bon, c'est la même famille qui est au pouvoir, il ne faut pas oublier non plus. Oui. Et moi, je trouve quand même dommage qu'en Afrique, tu aies des présidents qui sont là depuis 30 ans au pouvoir, élus démocratiquement, on va le dire de cette manière, mais qui n'a rien changé. Ça ne donne rien. Ça n'a rien donné et c'est dommage. Tu vois. Mais il ne faut pas aussi oublier le fait que derrière, contrairement à d'autres pays asiatiques, que nos ennemis naturels ne nous laissent pas faire non plus. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent oui, les Africains, c'est parce qu'ils sont paresseux, c'est parce qu'ils sont si, ils ne veulent pas travailler comme nous. Je dis non, mais vous, personne ne vous dérange. Nous, la moindre chose que nos leaders font, bah, on lui envoie un coup d'État. On lui envoie ci, on lui envoie ça. Donc à un moment donné, les gars aussi, ils sont là, ils se disent, mais c'est pas simple. Tu vois, regarde les hommes du Mali. Tu vois, tout ce qu'on balance sur le Mali aujourd'hui et qui est jusqu'à présent quand même résilient. Beaucoup de pays africains auraient laissé, tu vois. C'est ce que moi je pense. Je pense qu'on est dans une époque aujourd'hui où beaucoup de leaders, surtout des militaires et tout ça, ils se rendent compte qu'il faut que les choses changent. Tu vois. Et peut-être qu'on ne va pas du jour au lendemain changer la situation de tous les Maliens. C'est un peuple que je respecte beaucoup parce qu'ils ont des valeurs. Tu travailles avec un Malien, tu n'as pas de souci. Un souci d'honnêteté, le gars, il est droit et tout. Et du coup, moi je me dis, bah, ça vient petit à petit, mais ça pouvait aller encore beaucoup plus vite. Tu vois, quand je prends par exemple le Nigeria n'a rien envié au Qatar. Ah non, mais à aucun pays, tu vois. Je montre même. Et quand tu vois qu'au Nigeria, même il y a encore des gens qui sont tellement pauvres et tout, tu te dis, mais alors que le Qatar, bon, il y a cette façon de gouverner aussi peut-être qui peut faire qu'on redistribue. La dernière fois, j'ai eu écho d'un gars qui avait 27 milliards dans un jet privé, un politicien ici en Afrique, et qui s'est retrouvé en Allemagne avec, tu vois, il voulait aller déposer l'argent là-bas. Mais en Afrique, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Pourquoi on ne peut pas simplement, pour l'amour de la patrie, ou bien il n'y a pas l'amour de la patrie? Non, moi, tu sais, ce que moi j'ai remarqué, tu le sais, hein, on le dit souvent en privé et tout, il y a très peu d'Africains qui se soucient de l'Africain. Soyons sérieux. Il y a très peu, je vois beaucoup de gens écrire panafricanisme, etc. Mais il y a très peu. Il y a très peu qui se soucient. Pourquoi? Et c'est normal aussi parce que les gens ont faim d'abord. Quand tu as faim, tu dois manger d'abord. Le cerveau ne fonctionne pas. Donc tout le reste, c'est du bavardage. Oui, on aime l'Afrique et tout, mais un Africain peut vendre son pays pour un passeport européen. Qu'on dise la vérité. Ah oui? Il peut vendre. Je me rappelle de l'histoire de ce Iranien qui a été bloqué à l'aéroport de Paris pendant plus de 10 ans, un truc comme ça, parce qu'il avait son passeport, il était en transit à l'aéroport de Paris, et son passeport a été volé, il a perdu son passeport. Du coup, il ne peut pas embarquer, mais il ne peut pas retourner d'où il venait aussi. Ok, parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Voilà, donc il reste bloqué à l'aéroport de Paris. Et à l'époque, les gens politisaient l'histoire. Donc des ministres sont venus le voir pour dire, bah, si tu insultes ton pays, on va te laisser entrer en France. Si tu insultes l'Iran et que tu joues au jeu, tu vois, on va te donner les papiers même. Et le mec, il a dit, mais c'est le seul pays que j'ai. Si je l'insulte, je voulais que j'aille où? Si je crache sur mon pays, vous voulez que j'aille où? Et il y a même Steven Spielberg qui a fait un film sur sa vie. Tu vois? Et finalement, je pense qu'il a passé 10 ou 20 ans bloqué à l'aéroport. Ah bon? Il ne pouvait pas sortir. Oui. Wow. Et du coup, le jour où il sort, c'est parce qu'il tombe malade et on a dû appeler les urgences, sinon il allait mourir. Et c'est là où on le sort pour le soigner. Tu vois? Et moi, je me suis dit, putain, un Africain, oh mon gars, tu n'as même pas parlé. Il prend son téléphone, il va insulter tellement. Il va insulter. Ça me fait rappeler le Camerounais qui va devant l'hôtel où va se loger Paul Biya en Suisse pour l'insulter du matin au soir. Non, mais je pense qu'on est encore à un niveau où, vous savez, quand quelqu'un n'a pas à manger à sa faim, quelqu'un n'a pas... manger à sa faim, c'est pas seulement manger, hein, mais
il faut quand même avoir un certain confort. Un certain confort. Un certain confort de vie. Quand tu prends que 80% des gens sont dans des boulots, ils sont payés genre moins de 100 000 francs, moins de 150 € le mois. Ouais. Mais tu te dis, mais quand est-ce que celui-là va dire je suis tellement patriote que je peux mourir, à moins que qu'il est malien. Il n'y a que les Maliens qui vont faire, il y a que les Maliens qui vont faire ça. Dites-nous dans les commentaires, peut-être qu'il y a d'autres pays encore. Il n'y a que les Maliens qui vont faire ça. Mais les Maliens peut-être les Algériens aussi, qui ont une certaine fierté. Bon, eux, ils sont européens. Oh. Eux, là, moi, je les considère les Maliens. Mais bon, peut-être, effectivement, ce sont des gens qui ont une certaine fierté, tu vois. À part eux, sincèrement, je ne vois pas. Hein. Je ne vois pas souvent. La plupart des gens vont pas tenir ce qu'ils disent parce qu'il n'y a pas un certain confort de vie. C'est très compliqué en Afrique de se projeter dans l'avenir. Et c'est tout ça qui crée aussi cette malhonnêteté qu'on va retrouver en Afrique où quand tu donnes le petit, c'est comme le fournisseur à qui on a envoyé 300 €. Et il a déjà volé l'argent, il est parti avec. Oui, on a eu ce cas-là. Tu vois, en négoce, qui est parti avec l'argent? Parti avec les 300 €. Et ça m'amène sur le sujet du fait que beaucoup d'Africains, en fait, toi, tu le prends, tu lui expliques tout l'enjeu. Et tu lui expliques quand même que tu sais quoi, que ce qu'on est en train de faire là, tu peux gagner dessus pendant 30 ans, en fait. Ouais. Malgré ça, le gars, envoie lui 300 €, il disparaît avec. Le gars, il peut gagner 300 € genre sur, je sais pas, sur 100 ans. Oui. Il peut gagner ça. Hein. Mais il préfère prendre un et se barrer. C'est ça, en fait. Oui, c'est ce qu'on dit, en fait. C'est la fin, en fait. C'est la vision courte que les gens ont. Moi, je reçois beaucoup d'argent pour Jean-Yves, tu vois, dans les formations que nous faisons. Et 100 000 €, 200 000 €, etc., que j'envoie à Jean-Yves, tu vois. Et souvent, je dis à Jean-Yves, tu n'as même pas besoin, parce que je gère très bien la comptabilité, tu n'as même pas besoin de vérifier et tout, mais si tu veux quand même, il faut vérifier, etc. Et Jean-Yves, je sais pas, il rigolait, il dit, allez, si mon argent disparaît là, je vais te... Et il dit à Jean-Yves, mon gars, j'ai déjà vu 2 millions passer dans ma vie. Si je dois t'escroquer, c'est qu'au moins 2 millions d'euros. Si je dois t'escroquer, c'est que tu as au moins 200 millions. Tu vois, ou 2 milliards. Parce que j'ai déjà vu ça passer. J'ai déjà touché à ça. Tu vois. Et le problème de beaucoup de personnes en Afrique, c'est que quand tu es dans un système où tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, tu as une vision courte des choses. Tu veux le truc tout de suite. Donc, 10 000, déjà, tu as déjà fui pour 10 000. Le gars, il a fui parce qu'il a déjà fui 300 €. Pour 300 €. Alors que derrière, tu lui dis que tu vas lui amener un business. C'est même pas... Tu vas, hein, c'est qu'on est déjà en train de faire le business. Ouais, c'est un business de 600 000 €. De 600 000 €, c'est que c'est déjà là, en fait. C'est pas un projet. C'est un truc qui est déjà en train de se concrétiser. Et il fuit déjà. On a demandé des échantillons et le gars, il a disparu. Il a disparu sur des échantillons de 300 €. Donc, en général, je vois souvent des gens surtout... Bon, je me demande même si encore c'est utile pour la diaspora de construire ou bien de faire du business en étant à distance. Parce que tu es à distance. C'est pour ça, moi, je dis souvent aux gens, le négo, c'est le meilleur compromis. Parce que même si tu n'es pas là, tu as un agent sur place avec qui vous avez fait un contrat et qui fait les affaires. Mais je vois des gens... ça, c'est... J'ai un ami, il était en train de construire. Hein. En gros, le gars, il est ivoirien. Il habite au Bénin. Le temps de quitter le Bénin pour contrôler ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regarde, le chantier qui devait finir en 6 mois, ils l'ont fini en 6 ans. Juste parce que dès qu'il tourne le dos, le maçon, il disparaît. Le plombier, il disparaît. Même un Libanais à qui il avait confié, il lui avait dit qu'il allait acheter des toilettes, des WC et tout ça. Donc, il est allé, il a passé la commande. Lui-même, tu vois, il a payé avant de partir. Le Libanais a dit qu'il livre dans 3 jours. Comme le Libanais sait qu'il a voyagé, lui, il a livré dans 3 semaines. Oui, mais tu sais, je parlais avec Roland, qui est dans notre formation Négos, et qui me disait quoi? Il dit, Alain, ça fait au moins 2 ans, 3 ans maintenant qu'il est en Chine, et il me dit, si les Chinois sont malhonnêtes, c'est les Africains qui leur ont appris ça. Ok. Tu vois? Il dit, si tu trouves un Chinois qui est malhonnête, dans un business, c'est les Africains qui leur ont appris ça. Ok. Parce que la plupart des Chinois, dans le business, ont une vraie vision long terme. Et moi, je fais du dropshipping depuis 2017. Je suis avec plein de fournisseurs chinois, etc. Les Chinois ont vraiment une vision long terme. Et tu vas voir en Afrique, même des Libanais, qui aujourd'hui sont malhonnêtes.
Ah oui. Des étrangers qui sont devenus malhonnêtes. Pourtant, c'est pas dans leur, leur attitude. C'est devenu normal. C'est devenu normal. Des Chinois, même Roland me disait, quand il voit un Chinois en Chine qui a fait l'Afrique, il ne fait pas de business avec lui. Tu vois, qui a vécu en Afrique, hein, il ne fait pas de business avec lui parce qu'il sait que le gars là, il dit quand tu le vois, tu sens qu'il va te gruger. Il a été corrompu. Il a déjà été corrompu. Tu vois. Et c'est ça le problème ici, en fait, c'est que c'est très compliqué en Afrique de faire comprendre aux gens, de leur faire adopter une vision long terme des choses, de leur faire comprendre que si tu patientes, que si tu n'es pas prêt, si tu veux gagner encore beaucoup plus gros. Ouais. Et on a affaire à des gens, même des maçons, tu le remets même 5 000 déjà, il a déjà disparu. Ah oui, ils disparaissent. Si encore ils disparaissaient avec 10 millions, j'allais comprendre. Non, 5 000 déjà, il a déjà disparu. J'ai eu un cas avec Damien qui disait qu'ils ont envoyé 50 000 euros au Sénégal, non? Au Sénégal, pour un deal de millions d'euros. Et il a pris l'argent. Il est parti. Pour voyager en Belgique, pour devenir boueur ou je ne sais pas quoi. Il est parti en Belgique. Et pour devenir boueur ou... pour être sans papier en Belgique. Mais pourquoi les gens aussi veulent... En fait, je ne sais pas, hein, beaucoup de gens aujourd'hui, peu importe comment ils ont réussi, ils veulent toujours aller vivre en Europe. Et moi, je me dis que c'est simplement parce que en fait, l'Europe nous a tellement arnaqués. Genre, ils ont tellement vendu le truc. Je vois souvent des vidéos de gars qui disent « Ah, les Béninois, je viens d'arriver à la Tour Eiffel. Mais regardez, c'est que du fer. C'est qu'un tas de ferraille. » Mais c'est vrai, c'est qu'un tas de ferraille. Mais c'est là que vous comprenez que même... C'est ça que je dis souvent aux gens. Même si tu prends le village de Bamoussoko ou bien le village de Konougoué, là, et tu vois une case rouge. Si tu sais bien vendre ça, il y a des gens qui quitteront n'importe où pour venir voir cette case-là. Bah oui, non. Les gens vont faire des pèlerinages même. Ils viendront là-bas, ils paieront. Oui. Tout le monde vient à la Tour Eiffel. Aujourd'hui, là, il y a quoi à la Tour Eiffel? C'est que du fer. C'est que du fer. Donc, on doit aussi en Afrique apprendre, je pense que à se vendre. On ne se vend pas bien. C'est une question, je vais vous dire, c'est une question marketing. Les pays africains ne sont pas bons dans le personal branding. Ils ne savent pas se brander eux-mêmes. C'est ça le véritable problème. Et tu connais le syndrome de Paris? Non. Le syndrome de Paris, c'est quelque chose qui est très connu en Asie, où à chaque fois où les Asiatiques viennent en France, à Paris, ils sont tellement déçus qu'ils s'en tombent malades. Ah bon? Tu vois? Parce que quand tu es en Chine, tu es au Japon, tu es en Corée du Sud, Paris, c'est la Tour Eiffel, c'est le pain, c'est le vin, c'est le fromage. Oui, c'est un délire. Hein? Les Asiatiques, pour eux, Paris, c'est la capitale. Comment est-ce tu dois aller à c'est le pèlerinage à Paris. Et ils viennent à l'aéroport, ils voient des mendiants qui traînent à l'aéroport. Des gens qui puent. Il y a des gens qui puent même dans l'aéroport. Dans l'aéroport, qui dorment par terre là. Ils rentrent dans le métro, ils ont envie de faire une crise. Si tu as fait la Corée du Sud, le Japon et la Chine, le métro, on mange, ça tombe par terre, tu manges. C'est d'une propreté, c'est pas possible. Donc ils viennent, ça sent le pipi. Ils se sont fait arnaquer. Et ils tombent malades. Ils se disent, mais c'est quoi ce pays-là qu'on m'a vendu? Dans Paris même, c'est les rats qui sont partout. Et ils se disent, mais attends, il y a un problème, tu vois. Donc, la France, quand même, ils ont su cultiver, d'accord, ce personal branding qui fait que, même quand tu vas à l'étranger, contrairement aux Américains un peu, les Français ont une image très sympathique. Ouais. Les gens les adorent. Il faut dire que tu es Français quelque part. C'est la joie. Non, les gens adorent les Français. C'est la sympathie. C'est la sympathie, c'est l'amour aussi, c'est le romantisme, etc. Donc, c'est ça que les gens gardent. Hein. Et tout, moi, j'ai plein d'amis français qui me disent « Mais si je viens en Afrique à cause de l'esclavage, de la colonisation, est-ce qu'on ne va pas m'attaquer? Est-ce qu'on ne va pas être méchant ?» Je dis « Mon frère, c'est ton pays même, tu viens, fais ce que tu veux. Ils vont t'accueillir, ils vont t'ouvrir les portes comme ça, tu vas te sentir chez toi. » C'est la vérité. Ils demandent ça. Oui, j'ai des amis français qui sont vraiment persuadés que s'ils viennent en Afrique, à cause de l'histoire, peut-être que les gens vont être méchants. Ils vont... Je dis « Mon frère, c'est chez toi. » Je donne souvent l'histoire. Ils sont français, non? Ils sont français. Ils sont blancs. Ils sont blancs. Caucasiens. En fait, l'Africain aime tellement le blanc. Je comprends pas, en fait. Chez nous, même avant, il y avait une chanson où on disait Yovo, Yovo, bonsoir. Yovo, Yovo, bonsoir, merci. Genre, on dit le blanc, bonsoir, ça va bien. Et le blanc dit ça va bien, et on dit merci. Merci. On est tellement content. Genre, c'est comme si le blanc est l'autorité, quoi. Ah oui? Et on vous dit, tu dis bonsoir au blanc. En fait, tellement l'Africain aime le blanc. Mais regarde, même en entreprise, je suis désolé, en entreprise, les salariés africains vont être beaucoup plus dociles quand le patron c'est un Européen. Quand c'est un Européen. Que quand c'est un Africain, pour le même boulot. Même si l'Africain le paye plus,
même si les Africains donnent des meilleures conditions de vie, ils vont beaucoup plus agressifs envers un Africain qu'envers un patron blanc qui les sous-paye. Parce que quand même, c'est yovodé. Le boss, c'est un blanc. Le boss, c'est un blanc. Et ils sont contents, ils diront à la famille, ah, mon boss, c'est un blanc, attention. Il ira dire ça au pays aussi. Non, mais c'est pour ça que la fois passée à Abidjan, Jean-Yves disait Augustin, que les blancs ils viennent ici, que le jour de leur départ, ils commencent à pleurer. Mais attends, mais je te l'ai raconté. Et mon père a travaillé pour une entreprise de transport maritime, une grosse entreprise de transport maritime, et il était directeur dans cette entreprise. Et beaucoup de patrons, c'est toujours des patrons qui viennent, ils font 3 ans. Et on leur change de patron tous les 3 ans environ, et ils quittent souvent l'Italie, etc. C'est des blancs et tout, tu vois. Et il y a eu un qui était venu, le jour où il partait, il a pleuré. Il a pleuré à l'aéroport. Parce qu'ils viennent ici, ils sont avec chauffeurs, jardiniers, cuisiniers, dans des maisons, dans des villas à 2 millions, 3 millions de francs CFA par mois. Piscine, un vrai paradis et tout. Ils ont un salaire qu'ils ne peuvent même pas imaginer avoir ce salaire en Europe, tu vois. Parfois, ils sont même beaucoup plus payés en Afrique qu'en Europe parce que, comme les pays européens se deal, ils ont leur paye un salaire de risque en fait. Ils se disent que bon, c'est des pays instables et tout, donc à cause de ça, s'ils gagnent 3 000 euros en France, on peut le payer 10 000 euros ici parce qu'il prend le risque d'être en Afrique, etc. Tu vois. Et du coup, les gars ont une vie de rêve. Et le jour, je te dis, le jour, ils partaient, il pleurait, il dit, mais est-ce que tu sais dans quoi je vais aller habiter en Italie? Est-ce que tu sais la vie que je vais aller mener en Italie? Il pleure. Beaucoup pleurent, ils ne veulent pas quitter. Les gars, ils pleurent. Je me rappelle aussi d'un gars que j'ai connu au Sénégal. Il était directeur d'un centre de formation. Et après, moi, quand je suis allé en France, naturellement, bon, comme je l'ai connu au Sénégal, j'ai dit, ah ouais, je vais aller le saluer et tout. Il me dit, mais vraiment, que je ne comprends pas que ces gars-là ne l'ont plus rappelé, tout, que lui, il est là maintenant, qu'est-ce qu'il fait en France? Et je dis, mais tu es en France, tu es chez toi? Il dit, non, mais qu'est-ce qu'il fait? Regarde, on est en doudoune là. On est en doudoune. Alors que là-bas, je serais... Regarde comment elle est habillée, tranquille. Bah oui. Mais les gars, ils regrettent vraiment d'avoir quitté l'Afrique. Ils regrettent. Sauf les Africains. Non, ils regrettent. Bon, je pense qu'on va finir sur cette note-là. J'espère que ça vous a plu, ce premier épisode de podcast que je fais avec Augustin. Et tout, on va la partager sur nos 2 chaînes et tout. Et on fera d'autres épisodes, bien évidemment, sur plein de sujets. L'objectif, c'est de vous parler aussi vraiment au-delà du business même, de vous montrer un peu aussi d'autres aspects du business. Parce que c'est un tout, en fait. Le business, c'est un tout. Et souvent, on dit, et je l'ai appris sur Sam Ovens, que lorsque les gens se plaignent d'avoir des problèmes dans leur business, ils disent on n'a pas de problème de business, on a des problèmes personnels qui se reflètent dans notre business et tout. Et l'objectif de ce podcast-là, c'est de vous montrer aussi un peu d'autres choses, que ce soit au niveau de l'actualité, de la créativité, de l'efficacité, productivité, en fait plein de choses que nous mettons en place aussi. Et aussi de vous montrer aussi nos faiblesses, parce que parfois ce n'est pas simple aussi. Et ça va justement vous aider à vous améliorer aussi, à vous lancer. On se retrouve dans un prochain podcast. Bye bye les amis.